sommaire de ce journal, l'Union européenne en visite de travail chez le maire de la commune Ogo 1. Au cœur des discussions, le programme de décentralisation et de la gouvernance locale. Nous irons à Tapamé en début de journal pour en savoir plus. L'actualité, c'est aussi l'environnement et les changements climatiques. Des mécanismes de résilience se développent au Togo. Les agriculteurs sont mis à contribution à travers une formation sur les techniques innovantes de résilience face au changement climatique. Et justement, le climat est au centre des discussions au G20 à la veille de la COP26. Ils sont tous d'accord sur l'objectif à atteindre pour le climat. Il est question, par exemple, d'un engagement à arrêter la construction des centrales à charbon à partir de 2030. Voilà pour les titres. Bonsoir à toutes et à tous. D'abord, ce communiqué de la présidence de la République. Le président de la République, son Excellence Faure Esozimna Nyasingbe, est attendu ce 30 octobre 2021 à Glasgow, en Écosse, où il prendra part à la 26e édition de la conférence des parties sur le climat COP26 qui va se dérouler du 31 octobre au 12 novembre prochain à Scottish Event Campus. Plusieurs chefs d'État et de gouvernement et des représentants de la société civile des pays signataires de la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique participeront également à ce rendez-vous mondial. Cet événement planétaire a pour objectif principal de convaincre le monde entier de réduire drastiquement les émissions de gaz à effet de serre et ralentir le réchauffement climatique après l'accord de Paris il y a 6 ans. Les sommités des pays vont faire le point des actions menées et renouveler les engagements en vue de mieux faire face aux défis du changement climatique. Le Togo va formuler des propositions concrètes conformément aux initiatives prises ces dernières années, notamment la promotion des énergies renouvelables, la lutte contre le réchauffement climatique et le déboisement avec une campagne nationale systématique et d'envergure. Notre pays, qui a signé en septembre 2016 l'accord de Paris, ambitionne de réduire au niveau national à plus de 50% les émissions de gaz à effet de serre à l'horizon 2030. Fait à Lomé le 30 octobre 2021, la présidence de la République. Je vous l'annonçais en titre, le programme de décentralisation et de la gouvernance locale a fait l'objet d'échanges entre l'ambassadeur de la délégation de l'Union européenne et la présidente de la fêtière des communes du Togo. Ils ont passé en revue ce programme, évalué ses acquis et défini de nouvelles perspectives pour renforcer davantage cette coopération au bénéfice des différentes communes. Sylvain Abdou. Cela fait quelques années déjà que certaines communes bénéficient du protocole, programme de décentralisation et de gouvernance locale, un programme de l'Union européenne mis en œuvre par la GZ. Environ 13 communes sont accompagnées dans ce sens. À cette table, la présidente de la fêtière des communes du Togo et l'ambassadeur de l'Union européenne font un tour d'horizon sur la question, histoire d'évaluer les acquis. Nous avons fait le point des différents appuis de ce programme. Des résultats obtenus, des perspectives sur tout ce qui peut être fait à ce stade pour permettre d'une part à nos communes de progresser, mais également à la fêtière des communes du Togo de prendre toute sa place dans le paysage institutionnel et de jouer son rôle en tant que partenaire, interlocuteur des partenaires. C'est donc pour renforcer cette coopération et permettre aux différentes communes de mieux amorcer leur développement visant à assurer le bien-être des populations. On a défini cette année un nouveau cadre de coopération ensemble avec la France et l'Allemagne. Ce sont les deux États membres de l'Union européenne qui sont présents ici au Togo. Et un cadre de coopération avec de nouvelles priorités et qui sont alignées avec la feuille de route du gouvernement. On a abordé aussi la question fondamentale du financement des communes, des capacités aussi des communes dans ce processus et finalement avec l'idée de comment on pourrait continuer à coopérer ensemble, à travailler ensemble finalement pour les bénéfices des populations togolaises. Cet échange, c'est aussi permettre aux diplomates de toucher du doigt les réalités du terrain pour donner d'autres orientations destinées à mieux accompagner les mairies
dans leurs différentes feuilles de route. Akara, c'est une rencontre qui a réuni magistrats et auxiliaires de justice, une séance de travail pour approfondir leurs connaissances sur le code de l'organisation judiciaire, un exercice à mettre à l'actif du Centre de formation des professions de justice dans le contexte de la modernisation de la justice togolaise. Nestor Mouzou. Le Togo s'est doté depuis le 30 octobre 2019 d'un nouveau code de l'organisation judiciaire. Il vient remplacer celui qui était en vigueur depuis 1978 et qui aujourd'hui est jugé dépassé. Les magistrats et les auxiliaires de justice n'ont pas encore dans leur ensemble la maîtrise du nouveau test, raison qui a amené le CFPJ, Centre de formation des professions de justice, à prendre l'initiative de leur donner une formation. C'est à cette école que vont ces acteurs de la justice issus de la cour d'appel de Kara. La formation porte sur 2 modules. La présentation du code lui-même et les innovations et leur incidence sur le statut et la compétence des juridictions créées par le nouveau test. Le test a apporté des nouveautés. Je vais évoquer principalement un principe important en matière pénale qui est le principe de la collégialité qui est actuellement prévu au niveau des tribunaux de grande instance et surtout en matière pénale au niveau des tribunaux d'instance. On ne parlera plus des tribunaux de première instance, de deuxième classe ou de première instance, de troisième classe. On parlera maintenant des tribunaux de grande instance et les tribunaux d'instance à compétence civile et correctionnelle et aussi des tribunaux à compétence uniquement civile pour prendre en compte les défis et les impératifs liés à l'administration de la justice en général. Vous ne verrez plus une personne en même temps engager la poursuite contre quelqu'un et en même temps instruire son dossier et en même temps aller juger. C'est terminé. Le secrétaire général du ministère de la Justice et de la Législation, Awourou Missité, représentant son ministre à l'occasion de l'ouverture de la formation, a rappelé les nombreux codes et tests adoptés depuis 2005, année par laquelle la réforme de l'appareil judiciaire a pris véritablement son envol. Il a remercié le chef de l'État et son gouvernement qui, a-t-il souligné, ne ménage aucun effort en ce qui concerne la mise en place d'une justice efficace et équitable. En ce qui concerne l'Ordre national des médecins du Togo et du Bénin, eh bien, ils ont échangé à Lomé sur l'organisation de leur corporation et les défis auxquels ils font face actuellement. Ils ont également partagé leurs expériences pour un service de qualité. Christine Petit-Kialoudé. La santé pour tous, une préoccupation pour l'Ordre national des médecins du Bénin et du Togo. En toile de fond de cette rencontre, l'éthique même de la médecine, les exigences de la profession. Les discussions sont inspirées par les expériences des uns et des autres. Les objectifs, c'est d'aller à de meilleures prestations et de mieux soigner les patients. Il était très important pour nous, Conseil national de l'Ordre des médecins du Bénin, de pouvoir sortir afin d'apprendre et aussi apporter une part de notre expérience. Chez nous, nous avions des difficultés pour faire adhérer le maximum de médecins, surtout les médecins du public. Et ici, nous avons appris un mécanisme qui a été mis en place qui leur permet, par exemple, de garantir une adhésion systématique de ces médecins du public. La médecine est une profession noble. C'est une profession qui demande de l'éthique. Et c'est une profession qui s'occupe du patrimoine le plus important d'un être humain, sa santé. Ceux qui doivent exercer, s'occuper de ce patrimoine doivent être des gens honorables, des gens qui ont une éthique élevée et qui doivent respecter. L'une des faiblesses pointées du doigt par les deux ordres, les difficultés liées à la cotisation des membres. Les deux ordres incitent les membres à plus d'engagement. Autre angle mort relevé, l'exercice illégal de la profession et les relations avec les assurances pas toujours cordiales. Des mots que les deux ordres entendent bien soigner pour plus de résultats. Et à propos justement de la santé, à ce jour, samedi 30 octobre 2021, la situation de la pandémie au nouveau coronavirus au Togo se présente comme suit. Le nombre de cas confirmés est de 26 068. 14 nouveaux cas depuis hier. Le nombre de personnes guéries est de 25 547, 36 nouveaux guéris
Depuis hier, le nombre de cas actifs est de 279, le nombre de décès est de 242. Et c'est signé le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de l'Accès universel aux soins, professeur Moustapha Mijiawa. L'actualité, c'est aussi l'environnement qui ne cesse de subir les menaces liées au changement climatique ces dernières années. Pour une meilleure adaptation aux effets engendrés, des mécanismes de résilience se développent au Togo au quotidien. Les acteurs du secteur agricole, notamment ceux de 5AC2, sont mis à contribution. Ils ont été outillés sur les techniques innovantes de résilience du monde agricole face aux aléas climatiques. Gérard Lagoudou. La région des savanes subit de plein fouet les effets liés au changement climatique ces dernières années. Et le secteur agricole enregistre de lourdes pertes. Conséquences, maigre rendement, pauvreté et insécurité alimentaire. La pluie tarde d'abord à arriver et quand la pluie arrive, elle ne fait pas long feu, elle s'en va. Il faut souffrir, des fois même on ne peut pas trouver l'engrais. Parfois on investit, on achète, on sème alors que ça ne va pas. Ça ne gère pas et nous avons beaucoup de difficultés. Pour une meilleure adaptation aux aléas climatiques dans la commune de 5AC2, le projet de renforcement des capacités des agriculteurs des cantons de Timbou et de Samnaba est lancé. Durant un mois, une cinquantaine d'agriculteurs seront dotés de meilleures pratiques agricoles pour une résilience collective à travers plusieurs modules. Gestion de l'eau, la fertilité des sols, la production d'engrais organiques, l'agriculture de contre-saison, l'agriculture hors sol, la restructuration des coopératives, les techniques de stockage et de conservation des produits agricoles et bien d'autres encore. Donc toutes ces techniques et les pratiques innovantes qu'on va échanger avec les producteurs nous permettront, après l'évaluation, apporter notre contribution à la rectification et à renverser la tendance que ce changement climatique essaie d'infliger aux populations. Donc il est possible qu'il y ait des changements de comportement qui vont s'opérer au niveau des ménages. Des séances de visite de terrain sont également au menu des travaux. Le préfet de 5AC, Yanani Tchekab, a exhorté les participants à tirer meilleur profit de ce projet pour une meilleure contribution dans la réalisation des objectifs visés par le PND. Le réchauffement climatique, une préoccupation de l'heure. Ils sont tous du même avis. Les militants écologistes, la Commission européenne, l'ONU sont d'accord pour limiter le réchauffement de la planète. Mais 200 pays doivent adhérer et surtout pouvoir agir concrètement. C'est tout l'enjeu de la COP26 qui s'ouvre demain dimanche à Glasgow, en Écosse. 6 ans après l'accord de Paris, une sensation d'urgence ou de dernière chance pour sauver la Terre de la crise climatique imprègne dirigeants et militants. Déjà présents à Glasgow, des activistes ont donné le ton avec ce climat en feu. L'issue de la COP26 qui débute dimanche ne signifiera ni plus ni moins que la vie ou la mort pour l'espèce humaine, affirme-t-il. Il faut que les dirigeants mondiaux parviennent à un accord pour stopper le réchauffement de la planète en limitant réellement celui-ci à une hausse d'1,5 degré où ce sera le point de non-retour. Cet objectif est celui endossé par la Commission européenne. Nous avons besoin d'un leadership pour des engagements crédibles de décarbonisation afin d'atteindre l'objectif du zéro net au milieu du siècle. Mais nous avons également besoin d'engagements suffisants pour réduire réellement les émissions de gaz à effet de serre au cours de cette décennie. La science est très claire à ce sujet. La science nous dit que c'est urgent. Pour éviter la catastrophe, les scientifiques nous disent que nous devons réduire nos émissions mondiales de gaz à effet de serre d'au moins 45% d'ici 2030, afin d'arriver à la neutralité carbone d'ici 2050. C'est dans ce contexte que nous nous rendons à Glasgow, et je m'y rends en optimiste. Les protestations comme celle du groupe Extinction Rébellion dans cette raffinerie se multiplient contre les énergies fossiles. En début de semaine, le secrétaire général de l'ONU affirmait que notre modèle de développement basé sur ces énergies fossiles devait changer, sinon c'était l'arrêt de mort de l'espèce humaine. Mais la tâche est titanesque, le président de la COP26 en est bien conscient. Je veux dire, ça va être difficile, ça va être un gros défi. Il s'agit d'amener près de 200 pays à parvenir à un consensus sur certaines de ces questions difficiles qui sont en suspens depuis 6 ans maintenant.
Avant l'ouverture de la COP26, la Chine, premier émetteur mondial de gaz à effet de serre, a officiellement soumis ses nouveaux engagements climatiques, mais ils ont été accueillis fraîchement par les défenseurs du climat. À la une également, la visite de travail au Togo du vice-président de la Banque mondiale pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre, Ousmane Diagana. Il a été reçu à la primature par la chef du gouvernement, Victoire Tomega Dogbe. Après les échanges avec le Premier ministre, la délégation de la Banque mondiale a eu une séance de travail avec les membres du gouvernement. Yasmine Kodia nous en dit plus. Le Premier ministre, Mme Victoire Tomega Dogbe, a reçu en audience à la primature la délégation de la Banque mondiale. Elle est conduite par le vice-président de l'Afrique de l'Ouest et centrale, M. Ousmane Diagana. Les discussions ont été poursuivies dans une séance de travail à laquelle on prépare les membres du gouvernement. À l'issue des échanges, la Banque mondiale promet renforcer son accompagnement à la stratégie de développement socio-économique entreprise par le gouvernement. Madame le Premier ministre nous a présenté la vision du gouvernement pour le développement économique et social du pays, mais également la feuille de route qui l'accompagne. Nous avons trouvé cette vision très claire et la feuille de route convaincante. Et au fil des années, le Togo a mis en œuvre des programmes de développement qui ont produit des résultats très clairs. Cette visite s'effectue aussi dans le contexte de la Covid-19 qui a sévèrement impacté les conditions de vie des populations, l'économie aussi. Mais le gouvernement, à travers cette vision, est en train de reprendre l'économie en main et les bases sont très fortes pour que la prise économique soit forte et soit résiliente. Et la Banque mondiale va accompagner cela à travers des programmes divers et variés. La Banque mondiale développe déjà un programme de 700 millions de dollars au Togo dans les secteurs de l'énergie, de l'économie numérique, de l'éducation et de la santé. Cette coopération avec l'institution financière mondiale relève de la stratégie de développement entreprise par le gouvernement. Notre pays a accompli d'énormes progrès dans le domaine social ces dernières années, avec un recul du taux de la pauvreté de plus de 15% ces dernières années. Et ces résultats ont été obtenus grâce à la combinaison d'actions. En matière d'inclusion sociale, on a le domaine sanitaire notamment qui a connu des avancées, le domaine éducatif aussi, avec le programme des cantines scolaires par exemple, et avec le programme de transfert monétaire qui a bénéficié à plus de 60 000 de nos ménages à travers tout le territoire. On était dans ce cadre quand la crise sanitaire est intervenue dans notre pays, ce qui a nécessité de restructurer notre stratégie de développement autour de l'inclusion et de l'harmonie sociale. C'est dans ce cadre qu'intervient la visite de la Banque mondiale qui va, dans le cadre de la définition de sa stratégie de coopération pour le Togo, s'inscrire dans la dynamique de développement que le Togo met en place pour plus d'inclusion et pour plus d'harmonie sociale. Madame le Premier ministre a salué la démarche de la Banque mondiale, une coopération qu'elle souhaite davantage renforcer. Entre autres activités menées par le vice-président de la Banque mondiale pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre, la visite du Centre d'excellence régionale sur les sciences aviaires, CERSA, à l'Université de Lomé, l'occasion pour lui d'apprécier le travail qui est fait dans ce centre et de s'entretenir avec les étudiants sur leurs préoccupations. Aboza Dadia, Immaculée Bawe Abalo, Abidé Nyassimbe. Le vice-président de la Banque mondiale en visite au Centre d'excellence régional des sciences aviaires, CERSA. Il va à la rencontre des étudiants. Des échanges ont porté sur les préoccupations et les défis auxquels sont confrontés enseignants et chercheurs dans le contexte de la mondialisation. J'étais très fier de visiter le centre, d'abord parce qu'il est très bien construit, ensuite parce que les étudiants qui y sont de très bon niveau. Les domaines dans lesquels ils sont en train de travailler, c'est apporter des réponses concrètes et pragmatiques aux préoccupations de développement du Togo. Et ça ouvre des débouchés formidables pour des jeunes. En perspective, un projet de financement de l'excellence de la Banque mondiale au Centre de recherche supérieure du Togo au profit des étudiants-chercheurs
de diverses nationalités. Il nous a vraiment donné des explications sur comment nous pouvons nous y prendre pour nous imprégner de ce que nous avons de leur côté pour pouvoir faciliter notre formation. Nous avons également écouté notre ministre de l'Enseignement supérieur qui nous a motivés à plus d'attention et d'apprentissage afin que demain nous puissions être des leaders. Créé en 2019, avec le soutien de la Banque mondiale, le CRSA regroupe plusieurs étudiants venus des 16 pays de l'Afrique. Sa vocation, spécialiser les étudiants dans les domaines de la science aviaire. Et le vice-président de la Banque mondiale pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre, Ousmane Diagana, dans un entretien, a fait le point sur le partenariat de la Banque mondiale avec le Togo, l'impact de la crise sanitaire liée au Covid-19 et l'accompagnement de la Banque mondiale et les priorités nationales logées dans le plan national de développement mis en œuvre dans la feuille de route. Ce soir, nous vous proposons la première partie de cet entretien réalisé par Joseph Amiga. Bonsoir, monsieur le vice-président de la Banque mondiale. Bonsoir. Vous êtes à Lomé et vous avez fait le point sur le partenariat de la Banque mondiale avec le Togo. Et quels sont vos constats et quelles sont vos appréciations? Merci beaucoup pour la question. Je voudrais tout d'abord remercier les autorités togolaises et les populations togolaises pour m'avoir reçu chez elles et d'avoir eu l'occasion d'échanger avec elles, aussi bien les autorités que les populations. Je visite le Togo pour la première fois en ma qualité de vice-président pour l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique du Centre. Une visite qui se situe dans un contexte très particulier, aussi bien sur le plan international que sur le plan sous-régional. Sur le plan international, bien entendu, avec la crise de la pandémie de la Covid-19, et sur le plan sous-régional, avec l'insécurité que nous observons dans l'Afrique de l'Ouest, y compris dans certains pays très proches du Togo. La combinaison de ces deux crises a un peu impacté l'élan que nous avions observé au Togo. C'est un pays qui, sur les 5 ou 6 dernières années précédentes, a enregistré un taux de croissance moyen d'un peu plus de 5%, qui avait réussi à faire reculer de manière impressionnante le niveau de pauvreté d'à peu près 22 points, et puis aussi où les emplois étaient en train d'être créés. Cet élan, comme je disais, a été impacté, mais grâce à la vision du gouvernement, grâce à la stratégie en place et la feuille de route, il y a une reprise qui s'amorce. Au cours de ma discussion ou de mes discussions avec mes différents interlocuteurs, je note un début de mise en œuvre satisfaisante de cette stratégie post-crise, si je peux m'exprimer ainsi, bien que la crise reste encore présente. Le rôle de la Banque mondiale, c'est par conséquent de faire en sorte que la reprise économique au Togo soit forte, soit résiliente, soit inclusive, c'est-à-dire qu'elle se traduise non seulement par le retour d'une croissance forte, mais que ce soit une croissance qui crée des emplois et qui produise des résultats en termes de réduction de la pauvreté. Monsieur le vice-président, que pouvez-vous nous dire sur l'état actuel du partenariat entre la Banque mondiale et le Togo? Un partenariat très satisfaisant. Comme je disais tantôt, il y a une vision très claire du gouvernement. Il y a une feuille de route très précise. Nous accompagnons la mise en œuvre et de cette vision et de cette feuille de route. En termes de ressources allouées pour le Togo, nous avons un portefeuille d'un montant qui dépasse 700 millions de dollars. En termes de performance, l'exécution des différents projets qui constituent ce portefeuille est au-dessus largement de la moyenne que la Banque mondiale a définie pour les pays africains. Le Togo se situe à 56%, la moyenne est de 20%, donc 36 points au-dessus de la moyenne en Afrique. Le Togo est le deuxième pays dans l'Afrique, mais un portefeuille aussi très diversifié dans sa composition. Nous intervenons dans des secteurs de l'agriculture, de l'énergie, du développement du digital,
du développement du capital humain, en particulier l'éducation, la santé et la protection sociale. Dans le domaine de l'environnement, nous sommes dans un contexte de crise liée au changement climatique. Et dans tous ces secteurs, il y a un dialogue très riche entre la Banque mondiale et le Togo. Et ce dialogue nous amène aussi à constater une appropriation très forte de ces programmes par le Togo. Et j'espère que les populations voient les résultats de ce projet. En tout cas, pendant ma visite, moi, j'ai pu constater et j'ai pu toucher avec mes propres doigts les résultats tangibles, qu'il s'agisse dans le domaine de l'énergie. Le Togo a un taux d'accès à l'électricité, par exemple, de 60%, ce qui est pratiquement le triple du taux d'accès à l'électricité dans la plupart des pays qui sont dans le voisinage du Togo. Ce n'est qu'un exemple que je donne. Oui, Monsieur le Président, le Togo, tout comme les autres pays africains, même du monde, a été touché également par le Covid-19. D'abord, comment la Banque mondiale a-t-elle vécu cette crise sanitaire et comment la Banque mondiale entend accompagner le Togo dans la gestion de cette crise et après la période de la crise sanitaire? Alors, s'il y a une crise qui a mobilisé toute la Banque mondiale, tant ses ressources humaines que pour ce qui concerne ses ressources financières, c'est bien cette crise-là. Depuis son avènement malheureux, nous avons essentiellement travaillé à des réponses pour faire en sorte que la crise recule et à terme soit éliminée. Nous avons produit une stratégie qui a un triple objectif. D'abord, la protection des vies des populations, la protection de leurs moyens de subsistance et la création des conditions pour une reprise post-Covid qui soit forte, qui soit rapide. En termes de mobilisation des ressources, très rapidement, nous avons mobilisé 120 milliards de dollars pour l'ensemble des pays du monde, dont plus de 50 milliards de dollars pour des pays en Afrique. Et bien entendu, avant l'avènement des vaccins, le premier programme que nous avons financé, c'est équiper les pays et donc les populations avec des moyens de protection individuelle pour que les populations puissent éviter les risques de contamination. Nous avons augmenté des ressources financières en faveur de tous les pays qui ont eu face à un espace fiscal réduit parce que les entreprises ne fonctionnaient plus. La capacité de l'État à lever des impôts s'est retrouvée suffisamment réduite. Donc, c'est des transferts budgétaires à travers des programmes d'appui budgétaire que nous avons mis en place pour les pays. Nous avons contribué à faire en sorte qu'avec le digital, les systèmes de santé et les systèmes, par exemple, éducatifs continuent à fonctionner parce qu'il était important que les élèves qui ne pouvaient plus aller en classe puissent trouver des moyens alternatifs à suivre les cours. Et très rapidement, à la faveur de l'arrivée des vaccins, nous avons mis à la disposition de chaque pays des ressources pour acquérir des vaccins à travers aussi des procédures simples afin que ces vaccins puissent arriver le plus tôt que possible. On a été aussi sur la scène internationale la principale institution qui faisait le plaidoyer en disant surtout aux pays développés que la solidarité internationale doit jouer. Ceux qui ont des excédents de vaccins doivent les mettre à la disposition des pays. Et qu'il faut aussi qu'on crée les conditions en saisissant bien sûr l'aspect opportunité liée à toute crise, qu'on renforce le système de production des vaccins sur le continent africain, mais en même temps qu'on tire des leçons de cette crise en renforçant les systèmes de santé dans leur ensemble pour les rendre plus résilients, pour créer les conditions de la prévention des crises sanitaires. Et sur cela, sur tous ces points, le Togo a été un bénéficiaire également de toutes les interventions de la Banque mondiale.
Le Togo a son plan national de développement ainsi qu'une feuille de route pour sa mise en œuvre. Dans le contexte de votre visite, qu'est-ce que vous avez convenu avec le gouvernement togolais comme étant les priorités pour lesquelles la Banque mondiale devrait renforcer son appui au cours des prochaines années? Alors, plusieurs aspects. D'abord, sur le capital humain. J'aime à dire que le développement, d'abord, c'est le développement du capital humain. Les politiques économiques, les programmes d'investissement doivent contribuer au renforcement du potentiel des individus, à leur épanouissement. Le Togo, comme beaucoup de pays africains, ils ont ce qu'on appelle chez nous un indice de capital humain relativement faible. Je pense qu'au Togo, c'est à peu près 0,43%, ce qui est très faible. C'est-à-dire qu'un individu qui naît aujourd'hui ne pourra utiliser que 43% de l'ensemble de ses capacités. Donc, il faut investir sur l'éducation. L'éducation dans tous ces segments, de la petite enfance jusqu'à l'enseignement supérieur. Donc, nous avions déjà par le passé des programmes dans ce secteur. Nous sommes convenus qu'il faut les renforcer. Je viens de parler suffisamment de la santé, c'est extrêmement important, notamment pour la santé de la mère, la santé de l'enfant, notamment la disponibilité des infrastructures sanitaires partout, mais aussi le personnel de santé qui doit être vraiment disponible, bien outillé, bien compétent et puis prêt à servir les populations. Et s'appuyer sur le digital pour que les coûts pour la santé soient réduits et donc soient abordables. Donc un volet extrêmement important de la feuille de route du gouvernement que nous soutenons. Et bien entendu, le domaine de la protection sociale. Il y a des populations qui sont très vulnérables, et vulnérabilité accrue par les changements climatiques. Il faut mettre à la disposition de ces populations des ressources sous forme de transfert monétaire, sous forme de cash for work, etc., de façon à non seulement éviter qu'ils ne tombent dans la pauvreté, mais également qu'ils aient des moyens qui leur permettent de rehausser ou d'accroître leur niveau de revenu et par conséquent d'être en situation de répondre aux besoins de leur famille et de vivre tout simplement dignement en tant que personne humaine. Donc le volet du capital humain est extrêmement important dans nos stratégies d'information et un domaine auquel nous consacrons beaucoup de projets. Le deuxième aspect, c'est le développement des infrastructures. Le Togo a jugé, en tout cas par la ville de Lomé, lorsque je la compare à beaucoup de villes africaines, se développe. Et il faut continuer à investir en élargissant, bien sûr, le champ de tous les secteurs infrastructurels, en créant les conditions de leur maintenance pour que ça ne produise pas des coûts forts à l'avenir pour le pays, mais aller au-delà de cela. Le Togo ne se limite pas à Lomé. Il est important que l'attention particulière soit accordée au développement des villes secondaires, au développement des villages. Donc un paquet d'infrastructures complémentaires, qu'il s'agisse des routes, qu'il s'agisse de l'eau, l'assainissement dans ces villes, permettra de faire développer aussi ces villes, de créer des emplois et donc de permettre à la jeunesse togolaise de rester dans le pays ou même dans leur village et à faire contribuer à un développement harmonieux de l'ensemble du pays. À cet égard, nous sommes en train de travailler sur des programmes très spécifiques, notamment sur le domaine de l'électricité et l'économie numérique. Le Togo est peut-être l'un des pays africains qui, d'ici 2030, peut faire en sorte que chaque Togolais, dans leur foyer, puisse avoir l'électricité, puisse avoir l'eau et puisse aussi faire bénéficier à leurs enfants tous les bénéfices qui sont liés à la disponibilité de l'économie numérique. Donc c'est des domaines extrêmement importants pour nous. Et je n'oublie pas, bien sûr, un autre domaine, celui du développement durable, en commençant par l'agriculture. Le Togo est un pays de l'agriculture. Dans beaucoup de filières, qu'il s'agisse du coton, qu'il s'agisse du cacao, qu'il s'agisse du soja,
Le Togo, c'est un pays de pêche. Le Togo, c'est un pays aussi d'éleveurs. Les Togolais sont des travailleurs. Ils ont cette réputation sur le plan international. Nous sommes dans un contexte de changement climatique, que je le disais tantôt. Donc, le développement de ces secteurs doit se faire avec cette optique d'adaptation à tous ces changements climatiques. Et il doit se faire aussi en créant les capacités de toutes les personnes qui s'adonnent à ces activités-là d'être résilientes pour que ces secteurs eux-mêmes soient résilients. Mais le Togo est aussi un pays où les populations sont reconnues par leur capacité entrepreneuriale. La réputation des femmes togolaises et des hommes togolais a largement et depuis très longtemps dépassé les frontières. Donc tout le secteur que je mentionnais, en particulier celui du développement des infrastructures et celui du développement durable, se fera avec une participation des citoyens, en particulier du secteur privé, beaucoup plus forte, afin que les objectifs puissent être atteints. J'ai eu la chance pendant cette visite de visiter un certain nombre d'entreprises ou bien de projets qui démontrent toute la volonté du gouvernement à s'appuyer sur les ressources humaines togolaises, y compris des secteurs privés, pour que ce secteur particulier, à côté de l'État, puisse être véritablement le levier du développement économique et par conséquent de la création des emplois. Hier, j'étais au Data Center. Tout de suite, je viens du PIA, voilà, et j'étais très, très, très impressionné. J'avoue que, en tant qu'Africain, mais en tant que fonctionnaire de la Banque mondiale, c'est la première fois que je vois ce genre d'initiative dans un pays africain. Et donc, je dis cela pour féliciter les Togolaises et les Togolais et féliciter le gouvernement parce que ce n'est pas ni la Banque mondiale ni tout autre partenaire qui sont derrière ces idées. C'est d'abord des idées portées par le Togo. Donc, je suis vraiment impressionné et dire que les perspectives sont certainement très prometteuses. Merci, monsieur le vice-président. C'est moi qui vous remercie pour votre temps et de m'avoir vraiment l'occasion d'échanger avec vous et de m'adresser aux Togolaises et aux Togolais. Merci beaucoup. Merci à vous. Et demain, vous suivrez la deuxième partie de cet entretien consacré aux efforts du Togo dans l'amélioration du climat des affaires, aux perspectives et au rapport Doing Business. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile communique en exécution de la réquisition numéro 59-5-PR-PR-TPI-LOM-2021 de Monsieur le procureur de la République près le tribunal de première instance de Lomé en date du 29 octobre 2021. Les forces de défense et de sécurité ont conduit ce samedi 30 octobre 2021 des opérations de contrôle de zone dans le secteur nord-est de la ville de Lomé, plus précisément dans le quartier de Kégué et ses environs. Ces opérations de prévention et de lutte contre la criminalité sous toutes ses formes s'inscrivent dans le cadre de l'amélioration du climat de sécurité du dispositif de protection des populations et de leurs biens sur notre territoire face à la montée des nouvelles menaces sécuritaires. Elles ont consisté en des actions de bouclage, de contrôle d'identité et de visites domiciliaires qui se sont déroulées sans incident et dans le respect scrupuleux des tests en vigueur. Dans le secteur visité, les opérations ont permis d'interpeller 30 personnes et de saisir une voiture et 63 motos sans pièces afférentes, une valise bourrée de pétards, 2 téléphones portables, du cannabis et autres substances psychotropes, ainsi que divers autres objets. Les personnes interpellées et les objets saisis sont confiés à la Gendarmerie nationale pour les besoins d'enquête. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile remercie les populations de la zone concernée pour leur compréhension et leur collaboration. Par ailleurs, il rappelle à nouveau que l'arrêté interministériel numéro 0053-MSPC-MINARM-MEF du 16 février 2021 interdit formellement, et ce pour quelque motif que ce soit, l'importation, la vente et l'usage de pétards
assourdissant sur l'ensemble du territoire national. Il invite enfin l'ensemble de la population togolaise à observer scrupuleusement les dispositions de cet arrêté, à rester vigilante et à participer en cas de besoin aux côtés des forces de défense et de sécurité à ces actions de prévention et de lutte contre la criminalité afin de préserver et consolider la paix et la sécurité dans notre pays, fait à Lomé le 30 octobre 2021, le ministre général de brigade Damham Yak. Fin ce journal. Merci de nous avoir suivis. L'édition de 22h30 sera présentée par Alex Rouporti. Je vous souhaite une très belle soirée, bon week-end et à très prochainement.